Je viens juste de faire une retraite Vipassana. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma retraite de méditation Vipassana que j'ai faite il y a une semaine en Afrique du Sud, ici dans un petit village qui s'appelle Voschter. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi une retraite Vipassana? Dans les grandes lignes, c'est une retraite qui dure 10 jours, pendant laquelle évidemment tu ne parles à personne, tu ne regardes personne dans les yeux, bref, tu es toute seule avec toi-même et tu passes 11 heures par jour à méditer. Tu te lèves à 4 heures du matin, tu te couches à 22 heures le soir, et entre les deux, tu médites pendant des périodes qui vont de 2 heures à 4 heures, plus ou moins. Pendant 11 heures par jour, tu es donc assis dans une salle, seul avec toi-même, à méditer. Je peux vous dire que ce n'est vraiment pas une expérience facile. C'est à la fois la pire expérience de ma vie, ou du moins la plus difficile, et à la fois la meilleure, celle qui m'a apporté le plus de choses. Je pense que vous allez kiffer cette vidéo si vous êtes un peu dans les délires de méditation, de spiritualité. Je pense que ça peut vous apprendre également pas mal de choses. Cette vidéo, elle va donc se structurer en 2 parties. Dans la première, je vais d'abord vous parler de Vipassana en général. Et ensuite, dans une seconde partie de la vidéo, je vous décrirai mon expérience personnelle avec Vipassana. Et si vous voulez faire une retraite Vipassana, peut-être que je peux vous recommander de simplement regarder la première partie de la vidéo où je vous détaille la méthode. Et peut-être pas la seconde, parce que l'expérience de chacun, évidemment, diffère en fonction de ce dont on a besoin, ce que l'expérience va nous amener. Et donc peut-être que voir la mienne va fausser la vôtre. Ces informations étant mises de côté, commençons cette vidéo avec la première partie sur c'est quoi Vipassana. Bon, je vais essayer de résumer la méthode le plus simplement possible. Bon, pour faire simple, notre esprit, il perçoit en permanence des informations par les 6 portes, qui sont en fait les 5 sens, plus le mental, la pensée. À chaque fois qu'il y a une information qui rentre, cette information, elle nous fait sentir une sensation sur notre corps. Par exemple, vous êtes dans la queue d'un supermarché, il y a une personne qui a du mal à payer, machin, vous commencez à vous impatienter, ça se traduit concrètement par une sensation dans votre corps. Ou bien il y a une personne qui est en train de vous insulter, vous avez ce truc de réaction qui naît comme une sensation dans votre corps. Vous êtes heureux, vous avez des vibrations dans votre corps, vous êtes heureux. Bref, chaque chose que vous percevez se traduit physiquement dans notre corps. Ça a été une des grandes découvertes de Bouddha, ça a été de faire ce lien-là entre perception extérieure et concrètement sensation. Ça va être la deuxième étape en fait de perception et l'interprétation du monde. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on réagit à ces sensations qu'on a sur notre corps. Ce qu'on appelle l'inconscient, la partie de notre cerveau qu'on ne contrôle pas en permanence en gros, et ben en réalité, Bouddha il dit non, cette partie-là elle n'est pas inconsciente. Elle est en permanence consciente des sensations sur notre corps. Par exemple, quand vous dormez, vous êtes en sommeil profond, vous vous en rendrez pas compte, mais vous allez bouger 18 fois, vous allez tuer 14 moustiques qui ont essayé de vous piquer pendant la nuit, et vous allez avaler 6 mouches. Notre inconscient, il est en permanence conscient des situations de notre corps. Et donc en permanence, il va réagir à ces sensations-là. Les 2 réactions les plus courantes, qui sont dans 99% des cas je pense, c'est soit du désir, soit de l'aversion. Craving, aversion. Par exemple, vous avez une sensation agréable parce que vous venez de manger un élément agréable. Premier réflexe, ça va être j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, encore cette situation. Et quand on n'en a pas, eh ben j'en veux encore. C'est par exemple l'addiction au sucre. Quand on va passer devant une boutique, par exemple, on va voir un pain au chocolat, on va réavoir la sensation du pain au chocolat dans notre corps, et ensuite notre inconscient il va réagir en disant j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Donc ce serait pas mal un petit pain au chocolat. Et l'addiction se crée de cette manière-là. Et pareil à l'inverse, tous nos traumatismes, tous nos blocages, ils sont également liés à d'anciennes réactions qui sont plutôt de l'aversion. Et donc l'idée ensuite c'est de dire que l'un comme l'autre nous rendent misérables. Bah ouais, parce que quand on n'est pas entièrement dans l'acceptation du moment présent, de l'instant présent, eh ben on se crée une misère parce qu'on s'imagine un futur, on veut un futur, on est en train d'être insatisfait actuellement. On n'est pas bien juste parce qu'on veut quelque chose ou on veut éviter quelque chose. Au lieu d'être simplement là, en observant et en se disant, bah ça va passer en fait, je m'en fous. Or le fait est que depuis notre naissance, on a toujours été habitué à réagir soit par du désir, soit par de l'aversion envers les choses qu'on rencontre au quotidien. C'est le modèle de pensée par défaut de notre esprit. Donc le modèle de pensée par défaut de notre esprit nous rend misérables. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut dans la vie de tous les jours. Nous on veut être joyeux, vivre une vie de ouf et tout. Donc concrètement, Vipassana, son but, enfin un de ses buts, ça va être de changer ce modèle de pensée, ce schéma de pensée par défaut qui va être de réagir en permanence soit par du désir, soit par de l'aversion, pour faire en sorte de toujours observer les sensations de son corps en permanence et se rendre compte que tout est impermanent. Le second point dont j'aimerais vous parler, c'est le Dhamma. Le Dhamma, en gros, c'est la loi suprême, c'est la loi de la nature, c'est la loi de l'univers. Et cette loi, elle dit une chose, c'est que tout est impermanent, tout va changer, tout va passer. Les molécules de ton corps, elles se renouvellent en permanence. Tu manges une banane, 2 heures après, la banane est toi.
Tu vois une belle météo, 2 heures après, il n'y aura plus de belle météo. Tu as une belle situation dans ta vie, plein d'argent, une belle famille, etc. Dans 10 ans, tu n'auras plus rien. Tu seras peut-être à la rue, tu te seras fait quitter, tu seras tombé en dépression. Tu as un Mac actuellement, il est trop beau ton Mac, tu en es trop content, mais dans 2 ans, il n'existera plus ton Mac, il sera tombé dans une flaque d'eau où le processeur aura arrêté de marcher. Tout est impermanent, tout va changer. La nature, c'est toujours comme ça, c'est un flux, la nature, c'est un monde de flux. Une rivière, en réalité, tu plonges dedans, tu remontes à la surface, tu replonges dedans, tu remontes à la surface. Les 2 fois où tu es remonté à la surface, t'étais plus dans la même rivière. Toutes les molécules d'O2, de glucides, etc. qui te permettent de fonctionner en permanence, elles sont sans cesse renouvelées. Et à un niveau tellement micro que c'est la plus petite unité qui existe sur Terre, les particules subatomiques, les quarks, ce qu'il appelle lui les calapaz, et ben elles naissent et s'évanouissent des trillions de fois par seconde. Il y a un scientifique qui montrait que ces micro-particules, ces particules subatomiques, elles vibraient à une fréquence de 1 avec 22 zéros derrière fois par seconde. Et Bouddha, lui, il avait déjà senti ça. Il n'y avait pas besoin de la boîte à bulles qui a permis aux scientifiques, là, il y a quelques années, de le montrer, ça, de le prouver scientifiquement. Non, il y a 2500 ans, il avait déjà senti que, en réalité, toute la matière physique, tout son corps, tout l'univers, était composé de ces particules subatomiques, qu'elles bougeaient des trillions de fois par seconde, qu'elles vibraient très rapidement, et qu'elles étaient composées en l'occurrence de 5 éléments, mais on va pas rentrer là-dedans. Et donc ça, c'est le Dhamma, c'est la loi de la nature universelle, c'est de dire que tout change en permanence, tout est en constant flux. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que ça vaut le coup de s'attacher à rien. T'as un Mac, et c'est très bien, mais this will change. Un jour, t'auras plus d'argent, tu seras à la rue, t'auras plus de Mac, ou ton Mac sera en panne. T'attaches pas aux possessions, de même aux situations. Actuellement, tout va bien dans ton couple, t'es merveilleux, etc. Mais te définisse pas par ça. Ne crée pas un sentiment d'attachement immense à l'autre parce que la relation va se dégrader ou tu vas quitter la personne. Et inversement, dans les situations négatives, il fait moche, t'es d'une mauvaise humeur, mais c'est pas grave parce que this will change. C'est l'hiver, mais c'est pas grave parce que this will change, ça va être l'été. Et donc, l'idée, c'est de changer notre pattern d'habitude, notre schéma classique de pensée, qui était celui de réagir en permanence, à un truc d'observer en permanence et de toujours se rendre compte à chaque fois qu'on s'apprête à réagir que, en fait, non, je m'en fous de réagir parce que c'est impermanent. Ça va changer. Anicca, il dit. Ok, donc Elliot, on a compris. En gros, le but de Vipassana, c'est de changer notre pattern d'habitude de notre esprit pour arrêter de réagir avec soit du désir, soit de l'aversion, pour passer à un mode où tu t'observes toi-même, tu ne réagis pas, parce que tu sais que tout va passer en permanence. Ok, mais concrètement, c'est quoi Vipassana en fait? Eh bien, il y a 3 parties à Vipassana que je vais vous expliquer rapidement. La première, c'est le Shila. La seconde, c'est le Samadhi. Et la troisième, c'est le Panya. Bon, je vais les faire dans l'ordre, mais clairement la plus intéressante, c'est le Panya. Ok, le Shila, c'est quoi? Le Shila, c'est l'éthique. Quand par exemple tu vas faire une retraite Vipassana, tu t'engages à respecter un certain nombre de principes, de préceptes. Le premier, c'est je ne tuerai pas. Donc ça vaut pour toi, genre tu vas pas tuer un humain, mais ça vaut également pour tous les insectes. Donc si t'as un moustique, tu le tues pas. C'est extrêmement compliqué de dormir avec des moustiques autour de soi, mais tu ne le tues pas. Et également toutes les externalités. Donc dans l'idée, t'es vegan au possible, tu ne manges pas de viande évidemment. Seconde chose, c'est je ne vais pas mentir. Et en dehors de mentir, c'est je ne vais absolument pas déformer la réalité. Exagérer un tout petit truc pour mieux raconter une histoire. Ou bien diminuer un truc parce que tu veux pas paraître honteux. Parce que moi je sais que c'est une de mes grosses leçons dont je vous parlerai dans la deuxième partie de la vidéo, mais j'avais pas mal tendance, surtout dans mon personnage public, à simplifier certains éléments de ma vie. Et donc à rendre les choses un peu plus roses. Ou bien à exagérer légèrement certains traits pour que mes histoires soient plus parlantes, etc. Et je faisais un peu pareil dans mes relations personnelles d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui m'allait d'un point de vue éthique et que je voulais être entièrement dans ce principe de vérité absolue et de non-déformation absolue de la réalité. Donc voilà, c'est un des gros préceptes que j'ai envie de continuer tous les jours dans ma vie. Et donc, il y a un des autres trucs, c'est de ne pas prendre d'intoxicants, donc d'alcool, de drogue, je suppose même de café, enfin je sais pas s'il compte le café dedans ou pas. Mais parce que en fait ça change la manière naturelle de fonctionner. Donc, quand tu prends de l'alcool, t'auras plus tendance à mentir par exemple. Et c'est pour cette raison-là aussi en grosse partie que tu prends pas d'alcool. Et donc le Shila, c'est l'étage le plus bas de la pyramide, avec le Samadhi et le Panya au-dessus, et c'est la fondation réellement. Il dit, tu peux pas accéder au Samadhi ni au Panya si t'as pas une Shila, une éthique, une morale qui est super forte. Et je suis assez convaincu de ça également parce que souvent quand tu te rends compte, quand tu t'observes réellement dans une méditation, souvent ce qui revient, c'est les moments où tu as un peu enfreint ton éthique, où tu t'apprêtes à l'enfreindre, où tu t'imagines en train de l'enfreindre. Seconde strat, c'est donc le Samadhi. Samadhi, c'est simple, c'est la maîtrise du mental, la maîtrise de l'esprit. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on gagne cette maîtrise sur le mental? Ça va être donc par la concentration sur un objet. En l'occurrence, ce qu'on fait
à Vipassana, c'est la concentration sur la respiration. Et on se concentre pas sur la respiration comme on pourrait le dire là, comme ça, dans des méditations. Ok, méditez, concentrez-vous sur votre souffle et c'est fini. Non, on se concentre sur la zone qui est à l'intérieur des narines, à l'extérieur des narines, à l'entrée des narines et juste ici en dessous. Et du coup, on prend ce triangle-là, qui est juste ici. Et l'idée, c'est d'y mettre le plus d'attention possible. Jusqu'à un moment où, justement, tu peux sentir ces petites vibrations. À tel point, tu as mis tellement de concentration dans cette zone-là. Donc, tu restes uniquement concentré sur cette zone-là. Et tu t'intéresses à la manière dont l'air va avoir de modifier justement cette zone-là, le toucher de l'air en réalité. Tu t'intéresses pas ensuite à ce qui se passe derrière, comment ça rentre dans tes poumons, ça s'échange dans ton sang, etc. Même si à la fin de Vipassana, moi je pouvais complètement sentir ça, du moment où j'inspirais le toucher de l'air, etc. jusqu'au moment où je sentais que ça avait des échanges dans mon sang et par la suite dans mes muscles. Mais tu t'intéresses pas du tout à cette partie-là, tu t'intéresses vraiment juste à ça. Et pendant 3 jours, quand tu arrives à Vipassana, c'est le seul objet de la méditation, c'est ton souffle. Pour gagner justement cette concentration de l'esprit, il dit un truc qu'on peut pas vraiment dire en français, mais the sharpness of the mind, tu aiguises ton mental finalement. Et ensuite, une fois que tu as réussi à avoir cet étage-là, tu passes au dernier étage qui est le Panya, le Wisdom. Et tu as 3 niveaux de Panya, 3 niveaux de Wisdom qui sont les suivants. Le plus bas, ça va être le niveau de, en fait, vous me croyez, par exemple. Vous avez de la foi en moi. Et donc, si je vous dis la Terre est ronde, vous allez me dire ouais, ok, je te crois, la Terre est ronde. Donc ça, c'est le premier niveau où tu crois ce que quelqu'un te dit parce que tu as confiance en lui. Le second niveau, ça va être un niveau de compréhension intellectuelle. Par exemple, je t'explique, la Terre est ronde parce que tu vois, elle s'est créée de telle manière qu'il y a eu plein de particules qui se sont mis autour d'un centre de gravité comme ça, dans l'espace, ça s'est accumulé, ça a créé une boule. Forcément, les trucs qui vont pas s'accumuler comme ça, quoi. Et du coup, tu me dis ah, ok, je comprends. La Terre est ronde. Et là, tu es au second niveau de Wisdom. Et ensuite, troisième niveau, c'est tu le ressens intérieurement. Tu l'as compris, mais dans ton corps, dans le framework de ton corps. Et donc là, ce serait l'idée de se dire oh, je sens la gravité. Oh, je sens qu'elle me tire vers le bas. Oh, je sens l'équilibre qui passe à travers mon corps. L'idée, c'est vraiment de le ressentir à l'intérieur. Et là, tu atteins le niveau ultime de Wisdom, le niveau ultime de Panya, qui est une compréhension du monde qui est intrinsèque à tes sensations. Et vous allez voir, restez bien pour la seconde partie, parce que moi, j'ai gagné un niveau, je pense, de Panya, de Wisdom, assez incroyable sur beaucoup de choses dans le monde. Et justement, sur ce point-là, c'est assez intéressant, restez sur la seconde partie de la vidéo pour m'entendre parler de ça, mais rapidement, j'ai lu des dizaines de livres sur la spiritualité où on parlait d'un état non duel, un état du corps subtil, vibratoire, des flux d'énergie, un ensemble de vibrations, et puis j'avais lu des livres sur c'est quoi la réalité fondamentale de toute matière physique, avec justement les particules subatomiques, etc. J'avais compris d'un point de vue intellectuel, ça faisait sens dans ma tête, et là je l'ai vraiment ressenti. Je suis arrivé dans un état de complète dissolution, mais je vous en parlerai dans la seconde partie de la vidéo du coup. Et donc justement, cette technique de méditation Vipassana dont je vais vous parler dans un instant, qu'on fait 11 heures par jour pendant 10 jours, elle a pour objectif de vous faire ressentir la vérité universelle du monde, dont on a parlé il y a quelques minutes, le Dhamma, le fait que tout est évanescent, tout va changer dans la vie. D'abord à un niveau plutôt macro, c'est en observant ces sensations et en regardant que ce soit une douleur atroce qu'on ressent dans le genou ou dans le dos, parce qu'on est assis quand même 11 heures par jour, ou bien que ce soit une sensation super agréable sur le corps, tout va s'évanouir. Donc on le ressent, on le comprend dans le corps maintenant, jusqu'à un niveau où tu atteins un niveau de sensation sur ton corps où tu peux sentir justement ces particules subatomiques vibrer à l'intérieur de toi et tu te rends compte qu'effectivement ça part des milliards de fois, des trillions de fois par seconde et donc tu ressens à l'intérieur de toi cette vérité universelle. Tu fais pas simplement la comprendre en te disant oui bah ok c'est vrai il y a les saisons, ça va changer quoi. Non, tu le ressens à l'intérieur de ton corps. Cette vérité universelle-là. Un des buts de la méditation Vipassana, c'est donc d'arriver à cette vérité-là, ce wisdom-là, dans sa manière la plus pure, qui est la manière dont tu le ressens avec ton corps. Mais donc c'est quoi, Elliot, cette méditation Vipassana? Dis-le nous. Ok, je vais vous le dire, vous avez suffisamment patienté. Concrètement, l'idée de Vipassana, c'est de faire un scan corporel. Et voilà, c'est tout. Tout ça pour ça. Vraiment, c'est comment mettre énormément de marketing et promettre des rêves de ouf pour un produit qui au final est un peu banal, quoi. Non, en réalité, l'objectif de Vipassana, c'est de faire des scans corporels de la tête aux pieds, des pieds à la tête, comme ça. Tu scannes ton corps. Le but, c'est de rester dans une équanimité totale. Observer sans réagir, concrètement. Gardez toujours un calme, un niveau comme ça de réaction dans l'esprit. Ne pas réagir par du désir ou de l'aversion, mais être toujours en équanimité vis-à-vis de toutes les sensations sur notre corps. Observez. Vous avez une douleur atroce dans le genou et on en a un nombre incalculable de douleurs pendant Vipassana. Ok, très bien.
C'est quoi cette douleur? Je l'observe. Équanimité, je garde mon niveau calme de l'esprit. Même 11 heures par jour, je garde ce même niveau. J'ai de la patience. Dans ma douleur dans mon genou, il y a peut-être des pulsations de sang. Il y a peut-être une sensation de chaleur comme ça. Peut-être des sensations de poignard toutes les 5 secondes. Ok, très bien. Je continue mon scan corporel. Je reviens dessus 5 minutes plus tard. Ah, ça s'est intensifié. Ça devient compliqué, mais je reste dans mon équanimité. Et donc c'est vraiment cette idée-là d'observer en permanence sans réagir. Le fait de faire ça sur les sensations de son corps en permanence pendant une séance de méditation, ça change justement ce pattern d'habitude de notre esprit qui était d'en permanence réagir et ça le rend equanimous en permanence. Et là on arrive, et je vous promets, au dernier concept dont je vais vous parler, c'est que donc comme on arrête de réagir aux sensations de notre corps, on arrête de générer soit du craving, du désir, soit de l'aversion, de l'aversion. Et le fait de générer soit du craving, soit de l'aversion, Bouddha, il l'appelle un shankara. Quand tu as une sensation sur ton corps et que tu y réagis, soit par du craving, soit par de l'aversion, tu génères un shankara. Et dès que tu génères un shankara, il est stocké dans ton corps, dans ton esprit, il est stocké dans toi en fait. Il devient une partie de toi, il devient une partie de ton inconscient, il devient une partie de ton trauma et tu vas réagir avec ton stock de shankara existant à toutes les prochaines situations dans ta vie. Donc plus tu réagis en fait, c'est un cercle d'auto-amplification un peu. Et les shankaras, t'en as de différents types. T'as ceux qui vont simplement durer comme un trait dans de l'eau avec ton doigt, tu vois. Paf, il va s'évanouir aussitôt, tu vois. J'en sais rien, c'est peut-être, je sais pas, t'es très concentré en train de travailler, il y a un ami qui vient, qui te fait un petit massage des épaules, t'en avais pas du tout envie, et hop, tu te remets au travail, tu l'as oublié, tu vois. Ensuite, tu as ceux peut-être que tu mets dans le sable, tu traces un trait dans le sable, donc ça s'efface dans la durée d'un jour, par exemple, ce shankara-là. Peut-être quand tu as une dispute, tu vois, toute la journée, t'es pas bien. Et ensuite, tu as ceux qui sont dans la roche. Ça peut être des traumas simples, des traumas complexes, ça peut être des addictions. À chaque fois que tu fumes une clope, par exemple, tu renforces dans de la roche ce trait-là, ce shankara-là, qu'il va falloir que tu débloques ensuite un jour, quoi. Et bref, l'idée, c'est donc de dire que quand tu médites, donc quand tu es en méditation vipassana, tu arrêtes de générer des nouveaux shankaras. Donc c'est super, t'es super bien dans ta vie. Sauf que quand t'arrêtes d'en générer des nouveaux, et t'as tous tes précédents shankaras de ta vie, donc ton stock de shankaras, si t'as 80 ans, j'imagine même pas le stock que t'en as, qui remonte à la surface. Touk, touk, touk. Et comment ils remontent ces shankaras-là? Ils remontent sous la forme de douleur. Et donc l'idée c'est que, t'as une douleur, t'as une réaction biochimique qui va se produire parce que t'as justement un de tes vieux shankaras qui va remonter à la surface. Et cette douleur-là, tu l'observes. Peut-être que la douleur, elle va durer 20 minutes, elle va te faire super mal, mais c'est pas grave, tu l'observes. Et une fois que tu l'observes, un moment, elle va passer. Et tu t'es libéré de ce shankara-là. Donc t'imagines que quand tu viens à ta retraite vipassana, t'as de merde de shankaras sur les épaules, tu ressors, t'en as peut-être évacué 10 tonnes. Et il te reste 990 tonnes à évacuer dans le reste de ta vie en continuant tes processus de méditation. Mais donc du coup, t'as un nombre incalculable de douleurs quand tu fais vipassana. Des douleurs super aiguës, quoi. Des trucs horribles. Et tu dois juste simplement les voir, les observer, les laisser passer. Et tu passes à la suite. En permanence. Et tu traites des traumas, au point où, en fait, à chaque fois que t'as un shankara qui revient, en tout cas pour moi, j'avais souvent des souvenirs associés qui remontaient. J'avais super mal au genou, paf, un souvenir de quand j'étais en maternelle, tu vois, un truc un peu douloureux, ou un truc un peu perturbant, ou un shankara, en tout cas, du passé, qui revenait, associé à un souvenir. Tu t'attaches pas au souvenir, t'observes simplement cette douleur, et puis tu passes à la suite. Et c'est réellement une dissection de ton mental au plus profond de ce dernier, une dissection aussi de ton corps, de tes sensations, jusqu'à la particule subatomique, une dissection de ton être en fait pour le purifier ton esprit et changer son schéma d'habitude. Et voilà, c'est tout. C'est toute la méthode Vipassana, en gros, que je viens de vous résumer. C'est en suivant cette méthode-là que Bouddha a atteint l'illumination. Son idée, c'est de dire que pour atteindre le premier stade d'illumination, parce qu'il y en a plusieurs, il faut donc ne plus générer de shankaras au quotidien et également avoir balayé tout ton stock de ta vie actuelle, mais aussi de tes vies passées. Ça prend un petit temps. Je pense qu'il faut effectivement méditer 11 heures par jour pendant des dizaines et des dizaines d'années pour justement arriver à ce stade d'illumination. Mais ce qui est vachement cool dans ce processus, c'est que en fait, il est bénéfique à chaque étape du processus. Parce que tu peux faire une retraite dans ta vie et arrêter. Tu auras dans tous les cas changé le schéma de pensée. Tu arrêteras de réagir à tout. Tu seras beaucoup plus calme dans ta vie, beaucoup plus posé. Tu seras beaucoup plus attentif également à toute la beauté de la nature. Tu seras beaucoup plus connecté aux éléments autour de toi. Tu vivras juste une vie bien meilleure. Quoi. Et puis tu auras également traité beaucoup de traumas du passé. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pardonné des choses, j'ai traité des traumas, je me suis libéré. Même moi qui n'ai pas une vie super complexe, super traumatisante, je vais vous en parler dans un instant. Il y a un des jours j'ai pleuré pendant 1 heure, 1 heure et demie parce que j'en pouvais plus quoi. J'ai juste libéré, lâché des trucs quoi. Tu ressors de là, t'es changé, t'es purifié, c'est vraiment ça le mot. Donc si tout ça vous a parlé, c'est un mouvement qui a donc été créé par Goenka, qui est mort il y a pas longtemps, mais qui est une personne incroyable, juste géniale. Allez voir qui il est sur YouTube, regardez,
une ou deux de ses vidéos, vous allez être bluffé. Il a dédié donc toute sa vie à transmettre cet enseignement à plein de gens. Et il a créé des centres en Occident, un peu dans chaque pays. Et pour donc les trouver, tapez Dhamma, D-H-A-M-M-A, je crois, Vipassana, retraite quoi. Vous allez tomber sur le site officiel et vous allez voir, il y en a dans chaque pays. Moi j'ai fait en Afrique du Sud, il y a très peu de queues en Afrique du Sud. Si vous voulez faire un voyage en Afrique du Sud et finir ou commencer par Vipassana, faites-le. C'est un super centre et il y a pas beaucoup d'attente. Par contre en France c'est très compliqué. Tu t'inscris, t'as une énorme période d'attente et ensuite c'est un tirage au sort parce qu'il y a énormément de demandes et c'est un peu pareil dans tous les centres en Europe. Et sachant que c'est en anglais dans tous les centres, sauf en France où évidemment c'est en français. Donc voilà. Faites attention juste à cette subtilité-là. Et donc, c'est complètement gratuit. Et le principe, c'est que tu y vas, tu te nourris, tu te loges, tu fais tes cours sous la générosité d'autres avant toi qui ont fait un don pour donc te soutenir. Et à la fin du séjour, tu peux choisir de faire un don toi-même pour soutenir un certain nombre de personnes qui vont utiliser l'argent de ton don pour avoir cette merveilleuse expérience dans le futur. Donc l'idée, c'est simplement que tu reposes dans la générosité des autres et ainsi de suite. C'est un principe plutôt cool. Ok, seconde partie de la vidéo, mon expérience personnelle. Je dois dire que je sais pas exactement par où commencer parce que il y a tellement de trucs que j'ai envie de dire. J'ai donc dit que la retraite, c'était l'expérience la plus dure de ma vie et je pense qu'effectivement, ça l'était. Je pense que j'étais pas dans les bonnes conditions matérielles pour réellement apprécier cette retraite parce que le sommeil, j'ai pas dormi en fait du séjour, vraiment pas dormi du tout, alors que t'es crevé, je peux vous dire. Déjà de base, moi je dors 8-9 heures par nuit. Là, on te fait dormir 5-6 heures par nuit plutôt, qui est prévu dans le planning. Et ensuite, seconde chose, j'ai pas pu dormir parce que j'étais dans un sorte de bâtiment. Je vous mets les images là pour pas que vous me preniez pour une petite chochotte. J'étais donc dans cette sorte de petit bâtiment où quand même, vous voyez, on est quand même dans un sorte de bâtiment semi en ruine quoi. Moi j'ai vu passer des sortes de cafards en permanence, des sortes de souris, enfin voilà, c'était vraiment pas terrible. Tu rentres dans la chambre, tu te rends compte que je suis dans une chambre partagée. Ok Elliot, c'est normal, tu payes rien, enfin ok. Très bien. Les lits faisaient 1m75 de long, je fais 1m83, un truc comme ça. Et ils étaient bordés de barres de bois. Donc tu dors en diagonale, comme ça. Second élément inconfortable, j'avais pas amené de draps. Ah, les consignes, tout ça. Bref, il fallait amener des draps. J'avais pas de draps. Et vous savez, les matelas. C'est les matelas, les vieux matelas qu'il y a chez les personnes âgées, là, qui font des petites pelotes de laine horribles, qui sont en mousse horrible, là, et qui te grattent. Bref. Horrible. Donc là, je suis en travers dans mon lit qui me fait gratter par un truc pas agréable. Un nombre incalculable de moustiques, un nombre incalculable de mouches la nuit. J'ai jamais vu des mouches qui volent quand il fait pas jour. Bah là, en Afrique du Sud, elles sont mutantes, elles le font. Donc horrible. Tu te fais piquer, t'as des piqûres partout, voilà. Mais Anitcha, tu équanimité, tu analyses la situation évidemment. Et puis, autre truc, mon coloc donc avait super mal aux pieds, il avait problème tendinite ou quoi. Il faisait en permanence dans la nuit, je pense sans s'en rendre compte, mais des bruits genre des sortes de mélange entre orgasme et douleur qui me réveillaient en permanence. C'était horrible. Et pour finir, quand même, la salle de bain. Il y avait de la moquette dans la salle de bain, pas de rideau de douche. Tu prends ta douche, tu mets de l'eau par terre, c'est obligé, tu peux pas faire autrement. Et le truc, c'est qu'il y a eu des générations. Le bâtiment, il a peut-être 30, 40, 50 ans. Donc si tu veux, même 15 heures après avoir pris ta douche, le tapis, il fait toujours horrible. Ça puait. La macération horrible, machin. Pas d'eau chaude dans la chambre, donc à 4h du mat, tu te lèves, bam, douche froide. Bon, ça, à la limite, c'était plutôt cool. Et quasi pas d'électricité, mais bon, ça, c'est l'Afrique du Sud, donc c'était pas facile de dormir. Mais c'était un très bon exercice, par contre, d'accepter ça. Et l'autre truc super compliqué à accepter, et là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment hardcore sur ce point-là, c'est que, en fait, tout le monde avait une chambre individuelle, sauf moi et ce gars qui partage la chambre avec moi. Donc je me disais en permanence, oh, mais attends, il y a un tapis qui est vide, là, ça veut dire qu'il y a une personne qui est pas venue. Et puis 2 jours après, oh, mais il y a une personne qui est partie, ça veut dire qu'elle a abandonné, peut-être que je peux prendre sa chambre. Et j'étais en permanence en train d'essayer de changer l'ordre cosmique des choses. Et j'ai mis 2 jours entiers à accepter le fait que non, ça faisait partie de l'expérience. C'était ce que le destin avait voulu pour moi. Il fallait que j'accepte cette chambre-là. Mais pendant 2 jours non-stop, j'ai passé mon temps à vouloir changer la chambre, machin, à rester attaché à ces conditions matérielles qui en fait n'avaient aucune importance. Et ça revenait en permanence dans ma méditation, cette sorte de craving vers une autre chambre et d'aversion envers ma chambre actuelle. Donc je me suis rendu compte que waouh, quel processus d'acceptation ça a été pour moi. Je me suis aussi rendu compte que dans ma vie en général, c'était un truc avec lequel j'avais beaucoup de mal. Accepter en général des choses pas bien. Enfin, je suis le genre de gars à être au resto et à me dire mais non mais peut-être qu'on peut aller là, peut-être qu'on peut demander à la serveuse d'anticiper le dessert, de machin. Elliot, calme-toi. Donc voilà, je pense que ça m'a beaucoup apporté sur ce point de vue-là. Mais donc voilà, super dur de ce point de vue-là. Et ensuite, super dur du fait de devoir aller 11 heures par jour méditer. Le truc le plus dur, c'est que en fait, t'as en gros 4 heures de méditation réellement obligatoire dans la journée. Et le reste des 11 heures, bah c'est un peu facultatif, tu vois. Parce que moi, je m'étais dit en arrivant, je fais
toutes les séances. En fait, mon réveil a pas sonné pour la première séance, donc j'ai loupé 1 heure de méditation en gros le matin, le premier matin. Je me suis senti super mal, je me suis dit ok, non là c'est bon. Je suis venu ici pas pour dormir, pas pour apprécier la vue ou la nourriture, non. Je suis venu ici pour aller au plus profond de mon psyché et faire toutes les méditations. Donc je me suis dit je fais toutes les méditations et j'ai effectivement fait ça. J'ai pas loupé une seule heure de méditation ensuite. Je suis allé aux 11 heures dans la salle, sur ce petit tapis bleu. J'ai été 11 heures par jour tous les autres jours et il y a quasiment personne qui a fait ça parce qu'en fait tu as le choix soit être dans ta chambre, soit être dans la salle, et quand c'est dans ta chambre en réalité les moitiés des gens font des siestes. Moi je me suis dit non, je fais toutes les séances. Je suis venu ici pour ça, je vais le faire. Et donc c'était super dur mentalement parce qu'en plus c'est la possibilité en permanence de pouvoir ne pas le faire. Donc quand t'es super crevé, vraiment j'étais crevé mais au point d'avoir aucune résistance quoi. Et bah le fait de devoir te forcer, de créer cette discipline et cette résilience mentale d'y aller, c'était vraiment pas facile. Surtout que 2 heures de méditation sans bouger, donc t'as des douleurs énormes, tu résistes pas, mais t'acceptes, t'observes. Mais des fois t'as des élans de colère qui te disent oh je veux y aller, j'en peux plus, je vais abandonner. Et non, il faut résister, il faut revenir. Donc, j'avais déjà fait des trucs compliqués comme ça, quand j'ai fait de la danse à haut niveau et tout, c'est un peu pareil quoi, tu fais de la danse 3, 4, 5, des fois c'est des stages de 6 heures par jour, t'as mal, t'y vas quand même, tu vas contre ton gré et tout. Puis le business c'est un peu pareil quoi, t'as la flemme de faire des trucs, tu le fais quand même. Mais là c'était un niveau hardcore quoi, donc ça forge le mental, c'est un des autres aspects de Vipassana en tout cas. En dehors de ça, si vous êtes dans une chambre individuelle, dans ce centre-là en particulier en Afrique du Sud, c'est juste magnifique quoi. Paysage magnifique, super apaisant, super nourriture faite par des bénévoles, vegan, enfin super bon. Au niveau de la technique maintenant, ce que j'ai ressenti quand j'ai pratiqué la technique Vipassana, je dois avouer que c'était vraiment génial. Ça m'a absolument bouleversé et justement accéder à ce niveau de panya, de wisdom là, de ressentir la réalité de l'univers à l'intérieur de moi, ça me bouleverse. J'ai pas encore atterri en fait dans ma vie. Ça fait une semaine que je suis revenu. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand tu commences Vipassana, tu sens des grosses plaques de douleur sur ton corps, la partie de ton visage, grosses plaques de douleur, des parties qui sont des zones noires aussi, enfin tu sens rien, des zones blanches, je sais pas. Tu sens toutes tes douleurs, donc c'est assez désagréable. Mais à force de faire cette méditation là, et justement de gagner en sharpness, déguiser ton esprit, t'arrives à sentir de plus en plus de choses dans les parties de ton corps. Et moi je pense qu'avec mon passé avec la danse, j'ai fait quasiment 1 an de méditation, barre au sol méditative tous les matins, donc je pense que j'avais déjà un peu l'habitude de sentir mon corps. Donc du coup ça m'a permis d'accéder je pense à des niveaux un peu plus élevés que la plupart des gens. Tu sens réellement au bout d'un moment les vibrations sur beaucoup de parties de ton corps. Mais t'as encore des parties un peu... voilà, tu les sens pas ou tu sens des grosses plaques de douleur. Dans certaines parties, par exemple la tête, t'arrives vraiment à sentir, ça fait plein de toutes petites vibrations qui sont partout sur ton corps. Donc c'est super agréable en fait parce que au lieu de sentir simplement partie par partie, bah là en fait tu peux juste faire un free flow. Tu jettes des sortes de vibrations quoi. Et ça remonte, tu peux swipe dans l'espace d'une respiration, tu pars du haut de la tête, tu fais... Ça descend et ça remonte, et ça parcourt toutes les cellules de ton corps, comme ça. D'abord, c'est exclusivement à l'extérieur. Et puis une fois que tu sens tout ton corps, en fait, et que tu peux faire ces free flow, mettre ton attention où tu veux, la faire passer comme tu veux, sentir l'énergie qui circule à travers toi, c'est super agréable, hein. Honnêtement. C'est un peu la même sensation que quand tu prends du tabac pour la première fois. Mais faut pas avoir de craving, pas avoir de désir. Ensuite, une fois que t'as ça, que t'as plus de douleur, tu peux passer à l'intérieur. Donc scanner en fait tes organes. C'est super perturbant parce que tu sens un niveau de précision. Tu te dis c'est pas possible quoi. Tu sens le globe oculaire en entier, les terminaisons. C'est super effrayant. Tu sens la dent mais pas la dent en surface. Tu sens la dent à l'intérieur et comment elle remonte. Tu sens ton cerveau, les 2 hémisphères, mais c'est super perturbant en fait de percevoir ton cerveau comme 2 trucs. Tu sens les connexions qui sont à l'intérieur. Et le fait de aussi moi connaître beaucoup l'anatomie, super bien. Ça m'a permis aussi d'avoir plus de précision pour savoir où je mettais l'attention. Pareil quand tu vas là et que tu sens ton cœur, waouh, qu'est-ce que c'est perturbant. Tu sens ton foie, tu sens les réactions chimiques dans ton intestin grêle, quoi. C'est bizarre, mais c'est génial, c'est vraiment génial. Et ensuite, tu peux jouer avec ce flux-là. Déjà, tu peux avoir des douleurs à l'intérieur, tu peux avoir des tensions à l'intérieur, au niveau du plexus, au niveau du cœur, n'importe où, tu peux sentir des trucs. Donc déjà, c'est super intéressant aussi de sentir à l'intérieur de son corps et ce qui bloque. Tu peux aussi passer à l'intérieur de ta colonne vertébrale, de ta moelle épinière et tout. Ça, c'est vraiment pas facile. Enfin, pas facile parce que c'est intense. Faut avoir beaucoup d'énergie pour le faire, mais c'est très intéressant aussi. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'après, tu peux jouer avec ça. Donc quand tu sais swiper, des fois, t'as atteint un niveau de... Tu transpires, c'est chaud, tu sens toutes les micro-vibrations, c'est absolument dingue. Tu peux ensuite, sur une respiration, centraliser toute ton énergie dans une seule partie de ton corps, genre tout dans ma dent. Et tu sens ta dent, mais c'est impressionnant le nombre de sensations que tu peux avoir. C'est un des trucs les plus impressionnants, les dents. Je vous invite à le faire si vous faites Vipassana. L'œil, c'est dégueulasse, le faites pas. Le cœur, c'est super impressionnant. Tu concentres ton énergie dans ton cœur et
t'as l'impression que t'es dans un cœur en fait, tu pulses l'entièreté de toi et le cœur, tu vois. C'est assez ouf. Bref, tu peux faire un autre truc qui est ouf, c'est de concentrer toute cette énergie au niveau du plexus et construire une boule d'énergie qui s'agrandit comme ça, s'agrandit. Et c'est une boule en fait que tu mets sous la vibration, parce que oui, chaque émotion a des vibrations. Après, bon, je peux rentrer dans les détails et tout, mais tu mets la vibration amour, compassion et tu la fais grandir et ça te prend, mais c'est un état d'extase. C'est le truc que t'as quand tu prends l'ecstasy, si vous en avez déjà pris. N'en prenez pas, c'est mauvais. C'est 4 fois supérieur à ça. Mais t'as un sentiment de... Mais c'est orgasmique, quoi. C'est même plus orgasmique, c'est délirant. Et tu sens toutes les personnes autour de toi, tu sens... Ça grandit jusqu'au moment où c'est plus grand que la Terre entière, ta visualisation dans tes sensations. Et ça te... Tu la laisses partir après, tu envoies de l'amour à tous les êtres humains sur Terre, tu reçois de l'amour en retour et... En fait, après, t'es vidé. Tu peux plus rien faire, tu captes plus l'environnement, t'es... Waouh. Voilà, donc c'est ce type d'expérience-là que tu peux avoir si t'as la rigueur de venir t'asseoir 11 heures par jour et de pas suivre tes pensées, d'être vraiment super concentré. Si tu travailles vraiment très sérieusement, tu atteins ces niveaux-là. Mais t'atteins ces niveaux-là après, je sais pas, 45 heures de méditation. Donc tu viens pas là pour prendre de l'ecstasy, quoi. J'ai fait de la danse pendant toutes ces années, j'ai fait tout ça pendant toutes ces années et je me suis pas rendu compte de cette réalité-là qui existe en permanence dans mon corps. Tous ces micro-quarks que je sentais pas avant, maintenant je les sens. Là actuellement je vous parle, je les sens. Hein. Je suis dans un état où là je viens de faire passer de l'énergie d'une main à l'autre. Enfin, quand je médite tous les matins maintenant, quand je fais du yoga, machin, je sens mon corps énergétique en fait. C'est fabuleux, c'est une nouvelle dimension de la réalité qui s'ouvre à vous. Faites-le. Et une fois que t'as dissous tout ça, tu passes donc à l'intérieur de ton corps, de la colonne vertébrale. En fait, à un moment, quand tu fais tes allers-retours, tes scans, t'as plus les frontières de ton corps physique. Tu peux plus aller de l'avant de ton crâne à l'arrière de ton crâne, parce que tu sens plus rien. 1 milliard, 1 trilliard, je sais pas combien, de toutes petites vibrations qui sont partout. Et tu te dissous, t'es simplement dissous. Tu sens les vibrations des autres autour de toi. En fait, t'es un amas de vibrations, un amas de particules. Tu sens toutes les particules, ça vibre. Et c'est une masse, comme ça. Et en fait, c'est un état qui s'appelle le Boga, je crois. Bokka. Complète dissolution. Tu sens plus ton corps. C'est hyper impressionnant. Ça fait peur, hein, parce que quand tu reviens, t'es là, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, c'est ecstasy x 5. C'est complètement fou. C'est une expérience, là, je vous l'ai décrit avec des drogues, des machins, des trucs. C'est complètement au-delà. Et justement, tu vas souvent le lire dans les livres et moi avant je me disais ouais c'est bien beau machin mais j'y crois pas, ça n'arrivera pas à moi. En fait c'est impossible à décrire et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à le décrire. C'est comme quand tu parles de l'état qui vient après qui est probablement l'état non duel mais du coup je l'ai pas expérimenté celui-là. Bah je pense que tu peux pas le décrire en fait. Quand tu le décris ça paraît faux. Tu baignes dans un état d'amour, de compassion universelle et ensuite tu sors dehors, tu vois un arbre et tu sens les mêmes vibrations de cet arbre-là. Tu vois un oiseau et tu peux être cet oiseau-là. Ça paraît complètement fou à dire, mais c'est vrai. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que des milliards d'autres personnes ont vécu, c'est ce que des dizaines de personnes qui sont des Bouddhas aujourd'hui ont vécu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous demande pas de me croire, je vous demande d'essayer. Enfin, vous me croyez parce que vous avez de la confiance en moi probablement. Mais peut-être que vous pourriez passer au stade juste au-dessus, en lisant des livres, en comprenant un peu comment ça peut se faire, qu'on sent tout ça. Et puis ensuite passer au niveau juste de comprendre la vérité de la nature à l'intérieur de vous, quoi. Mais en aucun cas ça veut dire que comme je suis vibration, que ce mur est vibration, je peux passer à travers ce mur et me téléporter. Non, enfin, j'ai pas acquis de pouvoir surnaturel et tout. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que depuis que je suis revenu, je suis dans une équanimité totale. J'ai eu aucune réaction de craving ou d'aversion envers rien. Je m'auto-observe super rapidement. Donc voilà, vraiment je suis dans un état d'équanimité totale. Donc je suis dans un état de bonheur en fait total depuis une semaine. Bon, après l'endroit où je suis aide, vous allez voir un vlog qui arrive sur ma chaîne YouTube. Également, je me rends compte qu'à chaque fois que je vais voir quelqu'un, des vendeurs dans des magasins, des gens à l'accueil, des studios de yoga, des gens qui font du yoga, enfin n'importe qui, me dit mais comment ça se fait que tu sois aussi heureux? Qu'est-ce qui t'arrive? Waouh, genre un côté un peu magnétique quoi. Et bon, ça m'arrivait un peu avant déjà, parce que je pense que j'aimais une énergie sympa, mais là c'était d'un niveau assez ouf quoi. Quand t'émets des vibrations de bonheur, t'attires des vibrations de bonheur et tu donnes des vibrations de bonheur autour de toi. Et aussi le lieu dans lequel tu médites est rempli de vibrations de bonheur. Ouais, puis, parce que haute méditation que tu apprends dans Vipassana, c'est la méditation méta, donc t'envoies de l'amour, de la compassion envers tout le monde. Tu peux pas être en colère envers quelqu'un, tu peux que être plein d'amour et de compassion. Quelqu'un qui veut te faire du mal, bah, le seul truc que tu peux te dire c'est je t'aime fondamentalement, tu vois. J'éprouve de la compassion envers le fait que tu sois ignorant dans le sens tu comprennes pas la réalité de la vie, tu comprennes pas que tout va passer, tu ressens pas ce que je ressens. J'ai vraiment de la compassion, j'aimerais te mettre sur cette voie-là. Et c'est assez vrai quoi, quelqu'un qui fait du mal dans le monde parce qu'il veut faire beaucoup d'argent, compassion, amour et c'est tout quoi. Voilà, juste 2 derniers trucs que j'aimerais couvrir dans cette vidéo. Au moins vous avez une vue complète et vous pouvez faire votre décision si vous voulez faire cette expérience dans votre vie ou pas. D'après moi, il faut faire cette expérience une fois dans sa vie au moins. Et autre chose, comme c'est gratuit et qu'il y a un long délai d'attente, inscrivez-vous après cette vidéo. Ça vous coûte rien. Vous serez en liste d'attente dans tous les cas. Les probabilités que vous soyez prise sont très minces. Donc inscrivez-vous,
à 2 ou 3 sessions, comme ça vous êtes sûr d'en avoir une. Et au moment, 2 semaines avant la session, vous décidez. Si vous n'êtes pas dans le mood à ce moment-là, le faites pas à ce moment-là. Si vous y êtes, faites-le. Mais inscrivez-vous, ça vous coûte rien. Hein. Les optionnalités. Autre élément intéressant que je voulais partager avec vous qui m'est arrivé, c'est la sensation d'avoir une mémoire infinie. Il y a un moment, pendant la méditation, donc j'ai eu une douleur, paf, ça m'a fait remonter un souvenir. Moyenne section. Je me suis dit, mais incroyable, je savais pas du tout que j'avais ce souvenir en moi. Je m'en étais jamais rappelé, je pense, avant dans ma vie. Et là, je me suis dit, mais attends, jusqu'où est-ce que je peux aller? De quel souvenir je peux me rappeler? Bon, petite section, j'ai peut-être 2 souvenirs. Donc tout ce qui est avant 3 ans et demi, en gros, 3 ans. Parce que je suis d'août, donc ça devait être 3 ans, en gros, j'ai aucun souvenir. En réalité, j'ai des souvenirs qui sont de l'ordre de amour, des sensations corporelles. En revanche, après, j'ai des souvenirs, mais d'une précision incroyable. J'ai l'impression d'avoir une mémoire infinie. Moyenne section, je dois me souvenir de, je sais pas, 6-10 souvenirs par mois. Parce que j'ai pas fait l'exercice très longtemps, tu vois, mais je suppose que si je le faisais tous les jours pendant 4 heures, je pourrais me souvenir de toute ma vie, mais comme un film, avec une limpidité énorme, avec une précision inouïe. Je peux me rappeler de la colle que j'ai entre les mains, je peux me rappeler de la structure de tous les bâtiments, toutes les salles de classe, de mon bâtiment de maternelle, de mon bâtiment de primaire, et j'y suis pas retourné depuis. Hein. Je peux me souvenir de tous les jeux que j'ai faits, limite toutes les périodes de ma vie, tous les jeux qu'on a eu, toutes les interactions que j'ai eues pendant cette période-là. Je peux me souvenir de phrases, de discussions entières dans leur exactitude. Encore une fois, petite section, moyenne section, grande section. On parle pas de CM2, tu vois, oui, ok, why not. On parle de j'étais tout petit. Et c'est pareil pour chaque partie de ma vie. Évidemment, plus le temps passe, plus j'ai de souvenirs, je pense. Enfin, ou du moins, plus ils sont frais. Je sais pas où c'était stocké. C'était dans mon corps, si c'était dans mon esprit, si c'était dans une sorte d'inconscient collectif, je comprends pas comment ça peut être possible que ma mémoire soit aussi plastique, soit aussi infinie. Mais c'était le cas. Je me souvenais quasiment de toute ma vie. Donc en fait, le dernier jour de Vipassana, c'est le jour du métal, le jour de l'amour, etc. Bref, c'est une sorte de membrane avant de retourner dans le monde réel. T'as le droit de parler aux autres. Et donc je me suis fait vachement pote avec un mec qui habite juste à côté d'ailleurs, qui est très simple. Ça va paraître très méchant, tu vois, mais avant j'aurais peut-être pu l'analyser comme ça. Il s'exprime vraiment très mal. Il comprend pas bien ce que tu lui dis. Quand tu lui parles, il te regarde un peu de travers comme ça. Tu te dirais il a un problème psychologique, mais ce mec, il était tellement heureux, il émettait tellement de bonnes vibrations, c'était impressionnant. Il aimait tellement la vie, il s'amusait de tout, d'une pierre, d'un caillou, n'importe quoi, bref. Il était dingue. Et ce gars-là aussi avait cette impression de mémoire infinie. Mais lui, ça faisait des années qu'il pratiquait, il pratique tous les matins, tous les soirs, pendant 1 ou 2 heures, donc vraiment beaucoup de maîtrise. Il avait cette mémoire infinie. Il me disait, je peux me souvenir de tout de ma vie. Tu me demandes, tu me laisses 2 heures, je me mets là, je m'en souviens. Impressionnant. Et cet état de dissolution complète, lui, il a fait énormément de drogue dans sa vie. Il a même été dealer et tout. Il dit, c'est la meilleure drogue que j'ai jamais expérimentée, quoi. Voilà, je pense que c'était le dernier point que je voulais partager avec vous. Moi, ça fait plus d'1 heure que je tourne, là, je commence à être un peu dizzy. Juste, comment je compte implémenter ça dans ma vie de tous les jours? Bah, dans ce qui vient, quelles conclusions j'en ai tirées dans ma vie, etc. D'un point de vue conclusion, pas grand chose, parce que je pense que j'étais vraiment déjà à fond. Enfin voilà, je médite tous les jours, je fais du yoga tous les jours, je suis obsessionnel dans la manière dont je design ma vie, mon cercle proche, mon business, machin. Donc j'ai pas grand chose à changer, quoi. À la limite, je me dis, j'ai envie d'être plus dans l'aide des autres, dans la générosité, voilà. Je vais pas changer grand chose dans ma vie. Maintenant, comment est-ce que je vais poursuivre cette énergie-là dans ma vie? Goenka dit, il faut méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir, tous les jours, et s'astreindre à cette discipline. C'est la seule manière, en gros, d'atteindre l'illumination, si c'est ton but, mais à moindre mesure, quoi, d'avoir une vie géniale, quoi. Je pense pas que je vais le faire. Honnêtement, je suis pas à un stade de ma vie où j'ai envie de le faire. En revanche, depuis que je suis parti, j'ai fait 1 heure de méditation tous les matins. Et cette heure-là, elle passe très vite. J'ai un temps infini dans mes journées, en fait. Il y a toujours des moments où je sais pas comment, mais je me retrouve à être sur YouTube et à faire absolument tous mes to-do et je sais plus quoi faire, quoi. Je sais pas, je dois avoir 3 mois de vidéos YouTube d'avance, machin, truc. Je lis 3 heures par jour. Enfin, voilà, je sais plus quoi faire de mes journées. Donc, moi, dans ma vie, je peux facilement incorporer 1 heure de méditation, voire 2 heures de méditation par jour. Et j'ai tellement peu d'autres addictions ou de compulsions que d'aller sur les réseaux sociaux et de perdre du temps de cette manière-là que je peux me permettre de faire 1 heure par jour. Donc je pense que je vais garder cette discipline de faire 1 heure par jour parce que ça m'apporte énormément et chaque matin j'ai un état de bien-être, j'envoie des vibrations d'amour à tout le monde, j'ai cet état de, pas de dissolution complète mais de vibration et tout, c'est agréable. Bon, voilà. Je pense que je vais continuer à le faire. J'ai pas l'impression de rentrer en profondeur et de disséquer mon esprit, j'ai même plus de douleur, donc j'ai pas l'impression vraiment de disséquer des traumas passés. Donc je sais pas si ça a réellement un aspect positif, mais dans tous les cas, ça va améliorer mon sommeil, ma concentration, tout ça. Donc c'est pas aussi profond que pendant la retraite, mais c'est vraiment bien. Donc voilà, je pense qu'au quotidien, je vais faire 1 heure de méditation tous les matins. Et quand je serai en déplacement, bah, je ferai 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes en fonction du temps que j'ai. La plupart du temps avec la technique Vipassana. Et quand vraiment je suis pas concentré, je reprendrai 1 heure de méditation samadhi.
vie, donc Anapana, la technique que je vous ai détaillée avec le souffle. Voilà, mais sinon c'est à peu près tout ce que je vais faire, et après lui il recommande de faire, enfin il dit, il faut purifier son esprit une fois par an, venir faire une retraite de 10 jours, de 20 jours, ça va jusqu'à 45 jours. 45 jours, à la fin t'es fou, en fait tu deviens fou. Les 3 derniers jours c'était tellement dur que j'étais là, j'avais des pulsions de oh je veux y aller, j'en peux plus, d'impatience en fait. J'ai un énorme problème dans ma vie avec l'impatience, et là je peux vous dire que j'ai dû travailler dessus. Hein. Bref. Il dit de le faire au moins une fois par an. Honnêtement, je sais pas si je vais le faire une fois par an, parce que j'ai pas l'impression d'en avoir besoin, quoi. Puis je vis quand même depuis pas mal de temps sur un nuage de peace, de calme, d'amour, d'alignement. Enfin voilà. Est-ce que j'ai envie d'aller faire Vipassana tous les ans? Non. Je préfère faire des festivals géniaux. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'est plutôt ces expériences-là que j'ai envie de vivre aujourd'hui dans ce stade-là de ma vie, plutôt qu'une retraite de méditation. Voilà. Donc je pense pas que pour moi je vais le poursuivre de cette manière-là. Maintenant je peux vous recommander de le faire chaque année si vous en ressentez le besoin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous voulez enchaîner sur une autre vidéo du même type, je vous recommande vraiment ma vidéo résumé du livre Le pouvoir du moment présent. Même si vous l'avez déjà lu, je pense que le résumé apporte un autre angle légèrement à ce que vous avez déjà compris peut-être du livre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Regardez cette vidéo, elle s'affiche sur votre écran en description sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et belle journée.